On repart. Donc, résistance économique. Stéphane, c'est toi qui voulais saluer. Donc, le FMI, on en a fait quasiment une émission au cours de cette semaine. Le FMI parle de résultats positifs inattendus, en commentant donc les dernières statistiques macroéconomiques. Donc la zone euro qui échappe à la récession, la France qui confirme sa croissance 2022 à 2,6%. Alors après, pour 2023, je vous renvoie à l'émission qu'on a faite avec Denis Ferrand, avec Flavien Neuvy, avec Erwan Tison. On est entre 0,1 et 1%. Certains économistes sont plus optimistes que d'autres. On a une conso qui tient à peu près, moins 0,9% sur le dernier trimestre. Recul de la production industrielle aussi très limité. Moins 0,5% sur le T4, sur le quatrième trimestre, alors qu'on était vraiment au cœur de la crise énergétique. J'aime bien, tiens, on va montrer, c'est une image, c'est un sondage donc voilà, c'est ça exactement, des chambres de commerce. Donc la CCI, c'est un sondage, je crois, mensuel ou trimestriel qu'ils font avec Opinionway. Et j'aime bien ça. Donc 35% des chefs d'entreprise, c'est très bien en ce moment. 26% des chefs d'entreprise, ce sera mieux demain. Et tu n'as que 39% des chefs d'entreprise qui trouvent que leur situation se dégrade et que c'était mieux hier. Mais tu as quand même un sacré beau volontarisme majoritaire, tu vois, 61%. À dire, ouais, ça roule, quoi. Mon idée principale de te soumettre ce sujet est partie de ça. De ce sondage de CCI, là. Ouais. J'ai entendu quelqu'un qui, justement, comme tu viens de le faire de façon très simple, décliner, finalement, l'état d'esprit des chefs d'entreprise. Et rien de mieux, je trouve, que les chambres de commerce pour remonter ça, parce qu'ils ne voient pas forcément que les grands chefs chefs d'entreprise, qui sont internationalisés. Ils voient tout le monde. Ouais, absolument, c'est ça. Là, d'abord, globalement, on voit que les entrepreneurs en France restent quand même toujours positifs, que ce soit pour le présent ou pour l'avenir. Tant mieux, parce que si on n'est pas positif pour le présent et pour l'avenir, quand on est chef d'entreprise, c'est compliqué. Il y a toujours la petite forme de résistance. C'était mieux avant, mais je crois qu'on l'est tous sur plein de sujets. Voilà. Et puis, moi, entre le moment où on en a parlé tous les deux, Stéphane, et là, je me dis maintenant, la question, c'est super, parce que finalement, c'est pas si catastrophique que ça. Évidemment, on n'a pas tout vu. 2023, à mon avis, il va y avoir des petits moments qui vont être pas si simples que ça à traverser. Mais qu'on soit sur des chiffres très macro, inflation, taux de croissance, etc., ou qu'on soit dans la sensation de la vie des gens, je me méfie un peu parce que je trouve que dernièrement, beaucoup de décisions ont été prises peut-être de façon un peu rapide. Je ne veux pas rentrer dans une discussion macroéconomique, mais ça me concerne, moi, dans le placement. Par exemple, l'augmentation du livret A. Tiens, je voulais qu'on en parle. Alors vas-y. Toutes ces couvertures, le plafonnement du coût de l'électricité en France par rapport à nos voisins qui ont accepté, eux... Mais le livret A, camarade, le livret A, c'est une formule mathématique, pour le coup. Alors c'est le seul truc bien sûr, qui ne soit pas politiquement piloté. C'est évidemment... Mais oui, c'est une formule. Elle a même été ralentie, en fait, par la Banque de France. Oui, mais ce que je veux dire... Mais c'est pas politiquement piloté, le livret A. Ah non, t'as pas le droit de le dire, non. Je ne le dis pas. Ah ben non, tu peux pas. Je regarde la caméra et les gens verront où je le pense. C'est évidemment dans un sens comme dans un autre, puisque le livret A, quand il a atteint 0,75 et qu'il est remonté à 1, Bercy et Villeroy de Galhau, donc Banque de France, c'était chauffé très grave. Bien sûr. Pour des questions politiques, Villeroy de Galhau, banquier, disait c'est 0,5. Oui. Bon, l'État a dit non, on reste à 1, parce qu'en fait, psychologiquement, on ne peut pas vers 0,5. Mais là, en l'occurrence, les trois... Ils sont en dessous. Non, mais attends, il faut le dire. C'est vrai que c'est une vitesse de hausse jamais constatée dans l'histoire du livret A. Mais parce que les taux d'intérêt, c'est que tu vois le choc de taux. Très bien. Mais point à la ligne, il est incarné là-dedans. Je disais juste, je partais. Il devrait être à 3,5 sur ce sujet. Je partais sur un côté un peu positif. Et puis je me suis dit, alors attention, là maintenant. Parce que sur certains marqueurs de mon quotidien et du quotidien de mes clients, je me dis, attention, là, on se rebascule à du 3 ou du 3,5, ce qui est logique. Je partage l'idée. Ce sera 3,5 en août. Attention, est-ce qu'il ne va pas y avoir trop d'épargne des Français à ce moment-là, et on va pas du tout servir l'idée, parce que le fonds euro en face, qui devrait être finalement l'outil à comparer avec le livret A, lui, il est un peu en retard, parce qu'il y a une inertie énorme dans la remontée des taux. Oh, il est même pas... Le meilleur sort à 2,60, mais parce que dans le contrat d'assurance vie, tu vas mettre une partie de risque. Hors frais, 2,60 hors frais 2,60 net de frais de gestion. Après, la fiscalité, elle est escalée. Oui, mais net de frais de gestion. Donc, il faudra tout de suite enlever les prélèvements sociaux, parce que dans un contrat d'assurance vie, les prélèvements sociaux sont tout de suite enlevés. Mais voilà, ça reste des contrats d'assurance, ça reste quand même des fonds euros intéressants, 2 fois inférieurs à l'inflation, donc ça ne fait pas rêver. Mais tu vois, à produit équivalent, on a quand même un qui finance la dette, pour une grosse partie, le fonds euro. L'autre, il donne de l'argent à la Caisse des dépôts, en partie, il finance le logement social. Et on ne sait plus trop vraiment
dans quelle mesure c'est pratiqué. Dans les deux cas, c'est ces épargnes-là qui ne sont pas très productives qui vont être évidemment mises en avant, et ça fait partie des différents sujets où je me suis dit, finalement, c'est pas si terrible que ça, et à la française, on a sans doute raison. On sécurise, on protège la demande, on protège le citoyen, le particulier, le contribuable, ses moyens de payer. Et en fait, peut-être qu'on s'est remis quelques barrières. Voilà. Évidemment, de passer à plus 15 sur l'énergie, sur l'électricité, plutôt qu'à plus 108%, au quotidien, ça va être sympa. Bon, le trou que ça va créer derrière, si ça ne dure pas très longtemps, finalement, cette hausse, c'est ce qu'on n'aurait pas dû accepter comme les Hollandais, comme les Allemands. Ah oui. Bah oui, mais parce qu'en fait, ça ne nous oblige pas à... Surtout, ça nous a coûté 100 milliards, quoi. Oui, puis Stéphane, toute la journée, surtout ça. Toute la journée, on nous dit baisser le chauffage. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites chez vous, mais on baisse tous le chauffage. Dans les bureaux, on éteint toutes les lumières. Enfin, maintenant, moi, je fais partie d'un... Où tu veux en venir, Je veux Stéphane juste en venir que positif pour 2023, finalement, enfin moins négatif. Mais attention, c'est peut-être là qu'il faut être vigilant sur toutes ces barrières, tous ces mécanismes qui finalement ont été mis en place en imaginant que ça allait être pire. D'accord. Il ne faudrait pas les laisser trop longtemps On a compris. si ça n'est pas si pire que ça. Parfait. Je voulais rester positif pour autant. Oh, ils sont mouchés. Pas de commentaires. Non, Non, tu parlais. ça les a éteints, les gars. Complètement. Non, Aziz, il est encore en train de réfléchir. Ouais. Non. Comment, mais une fiche de paye, c'est pas possible. Mais comment ça? Mais Quand tu Oui, regardes vas-y, j'ai Stéphane. une question pour toi, Stéphane. Quand tu regardes la croissance du PIB entre 2019 et 2022, et que tu regardes les déficits publics qu'on a générés sur cette même période, ouais. j'ai fait un petit calcul. C'est que pour générer 1 euro de croissance, on a en gros dépensé 3,60 € d'argent public. J'allais te dire. Sur combien de temps tu as fait le calcul? 3 ans, 2019-2022. Pour générer 1 euro de croissance, on a dépensé 3,60 € d'argent public. Ouais, mais il faudrait que tu enlèves le confinement. Parce que Exactement. c'est- Dans la dépense Alors, publique, il faut enlever la Les dépense 189. d'urgence. Ok. Il faudrait que tu le fasses sur 2021, 2000. Ouais. Oui, mais Il faudra enlever l'année 2020, quoi. Je partage parfaitement ton avis, et surtout D'accord. a fortiori aujourd'hui. c'est intéressant. Mais parce qu'il Et donc, pouvait toi, faire- tu continues à penser qu'on a payé trop cher l'ensemble de cette histoire. Mais c'est dur le fine-tuning. hein. Non, je parle surtout. Alors, je fais la distinction quand même entre la crise Covid, la gestion, etc., qui était nécessaire, mais c'est surtout ce qui est très inquiétant. Et C'est la on le voit poursuite du quoi qu'il en coûte derrière. C'est la poursuite du quoi qu'il en coûte dans tous les domaines et surtout des non-réformes structurelles et de la dépense qui s'accélère. Sachant 156 milliards d'euros de déficit cette année. Il n'y a plus énormément de... 151 Oui, enfin bon. C'est la bonne nouvelle. Oui, 150. 151 milliards d'euros de C'est déficit. l'épaisseur du trait, 20 milliards d'euros de mieux qu'anticipé. Mais oui, puis c'est surtout qu'on fait un peu de cavalerie, parce qu'en fait, notamment les 10 milliards de la renationalisation d'EDF, on les comptera l'année prochaine. Voilà. Ouais. Et ça, alors, tu vois, alors ça me sidère, tu vois, Aziz. Je lisais là ce matin dans les Échos, les chèques, le chèque bois, les chèques qui sont distribués en ce moment, ils ne sont pas décaissés, ils ne sont pas comptabilisés, ils seront comptabilisés l'année prochaine. Ah bah, Là, pour le coup, qu'un chef d'entreprise fasse ça, je comprends parfaitement. Tu regardes ta trésorerie en fonction des impôts que tu as à payer et tout. Mais que la comptabilité publique fasse ça, alors là, ça. C'est vrai. Ouais, Et ça me attends, sidère. et Aziz, ceux qui sont en situation irrégulière mais qui ont une fiche de paye vont pouvoir en bénéficier. Il n'arrive pas à s'en remettre. Il n'arrive pas à s'en remettre, j'adore. Nicolas, juste pour dire un truc un tout petit peu sérieux sur ce que marrer. tu disais. Ouais. Le quoi qu'il en coûte, il faut que les gens en aient conscience, parce que nous, on observe beaucoup, et en particulier l'année 2022 a été très compliquée sur les marchés financiers, mais elle a été encore pire sur les marchés obligataires. On va Et pas faire donc technique. Non, et donc Bah, le quoi qu'il en coûte, là, en ce moment, il coûte de plus en plus cher. Donc, à la limite, le quoi qu'il en coûte, en 2020, on était encore sur une possibilité pour la France d'emprunter. Elle avait des créanciers qui étaient très ouverts à financer. Ça lui coûtait très peu cher. Et là, plus le temps avance, et plus on fait ce genre de démarche, les 5 milliards sur le trait, aujourd'hui, c'est plus les 5 milliards de 2019. Donc, il faut attirer l'attention des gens. C'est là où je disais, attention, parce que toutes ces barrières-là, maintenant qu'on est dans un système inflationniste de taux remontés, ça va plus être la même sur la note. Oui. Alors qu'on laisse des dettes. ça reste très raisonnable quand même. Oui, mais ce que je veux dire, À un c'est moment, que on a si tu- touché les 3%, on est redescendu un peu en dessous. Non, mais si tu laisses des Attendez, dettes- pas tous en même temps. Vas-y. Non, juste sur tes 3 euros là, et des brouettes que tu calculais, tu as fait la cote-part entre le fonctionnement et l'investissement? Mais l'investissement, c'est ridicule. Si- Tiens, bah, si on va te montrer. C'est ridicule. Je vais demander c'est à la les dépenses, régie. c'est
l'investissement, tu vas le voir au niveau de la courbe, c'est ridicule. Mais on va le montrer. C'est les je pense dépenses de fonctionnement qui coûtent une fortune. Je pense qu'on peut voir, ou on va voir, On peut le deviner. ça c'est le graphe de l'INSEE. Alors c'est un graphe que l'INSEE a produit devant le Conseil national de la refondation. Voilà, donc tu vois là, en fait, l'investissement, c'est la courbe rouge. Tu vois tout en bas, Aziz, voilà, tu vois où elle en est. La courbe jaune, donc c'est le service de la dette. Le bleu, c'est les dépenses de fonctionnement, donc c'est quand même assez... tout ça est assez bien tenu, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, il faudrait que ça décroisse. Et en gros, c'est frais de transfert et prestations sociales. Voilà. Alors, Et donc c'est ça aujourd'hui qui nourrit, donc c'est exactement le résultat de la politique Covid, hein, évidemment. Frais de transfert, prestations sociales, c'est là où tu vois... donc, retenez le chiffre, pour 1 euro de croissance, c'est 3,60 € d'argent public pour financer ces 7 euros. Et sachant que, effectivement, tu as raison Stéphane, elle va légèrement monter, mais la courbe jaune, là, qui est effectivement complètement au tapis, celle des intérêts de la dette, elle va mécaniquement monter. Voilà. Mais il faut se méfier. Mais, un truc qui est quand même formidable, moi. Donc, jamais l'impôt sur les sociétés n'avait été aussi bas. Jamais il n'a rapporté autant. C'est pas beau, ça, monsieur le libéral? Ah bah c'est sublime. Voilà. C'est sublime. Merci, monsieur Laffaire. Donc on a dépassé les 60 milliards d'euros de rendement de l'impôt sur les sociétés, nous a dit Gabriel Attal, alors que on est redescendu à 25%. Globalement à un taux de 25%, Cette année. qui est un taux historiquement bas pour la France. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, formidable. Vous connaissez, je suis globalement assez critique sur notre président de la République. Je vais lui accorder un bon point de ce point de vue-là. C'est qu'il est vrai que depuis 7-8 ans, on a, pour la première fois et depuis très longtemps, une vraie stabilité. Et moi, en tant qu'entrepreneur, il y a eu des engagements qui ont été pris dès l'origine où on était à 33 un tiers. On a pris un engagement de revenir dans la moyenne européenne dans une échelle de temps de 5 à 6 ans pour tomber à 25%. Le calendrier a été tenu, il a été respecté et tout ceci contribue à générer une forme de confiance et de stabilité pour les entrepreneurs. Et ça, je reconnais, c'est une très bonne chose. Non, mais c'est fondamental. Sur ce côté dépenses publiques, Aziz, tu voulais, alors on va voir un autre graphe que tu as été chercher, tu me disais c'était dans le journal du dimanche? JDD, oui. Donc où on voit les différentes dépenses par poste. Donc l'idée c'est estimation de la répartition de 1 000 € de dépenses publiques en France en 2022. Donc voilà, c'est ça, 262 € pour les retraites, 205 pour l'assurance maladie, 97 pour l'éducation, etc. etc. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Parce qu'il n'y a rien de vraiment nouveau, tiens, je te le donne. Non, il n'y a rien de nouveau, mais il n'y a rien de vraiment nouveau là-dedans. Pour sensibiliser, susciter le débat sur quelle société on veut. Moi, par exemple, de voir que l'éducation est à 97 €, ouais. En pourcentage, ça fait un petit peu moins de 10%. Ouais. Je me dis que c'est pas beaucoup. D'accord. Je me dis qu'investir pour l'avenir, c'est... J'ai presque eu envie de dire qu'il y avait des priorités pour le passé. Je vais provoquer un tollé. Hein. On met plus d'argent pour le passé que pour l'avenir. Là, nos retraités, il faut s'en occuper évidemment, mais budgétairement, les choix qui sont faits, ils sont très peu orienté sur l'avenir. Le soutien à l'économie... C'est là où j'aime pas c'est là où, je te le dis très franchement, j'aime pas ce graphe, parce qu'en fait, on mélange les torchons et les serviettes. Les retraites, c'est du salaire différé, c'est de la cotisation, c'est de la dépense publique au sens, pardon de le dire comme ça, maastrichtien, effectivement, mais c'est pas de la dépense publique qui est affectée chaque année. Elle obéit à une règle, alors qui en ce moment peut être en train d'évoluer, mais c'est pas de la dépense publique affectée chaque année, à la différence des différents budgets, tu vois, qui sont mélangés et qui sont, certains sont nourris par nos impôts, d'autres sont nourris par nos cotisations. C'est pas la même chose. Quand il y a des déficits sur des systèmes, faut bien que quelqu'un les paye. Oui. Donc, mais tu peux pas prendre. Et ça, alors, tu ne peux pas prendre. Oui, ça, je comprends. Par exemple, du budget de la CNAV pour aller le mettre sur l'éducation. Bon. Tu ne peux pas faire ça. Ce que tu peux faire, c'est un système de retraite mieux équilibré et donc baisser les cotisations retraite et permettre à ce moment-là d'augmenter
soit les impôts, soit la CSG, ce que tu veux. Voilà. En l'occurrence, là, on baisse même pas les cotisations retraite. Mais voilà, tu peux pas. Si tu veux, c'est là où ce tableau me gêne un peu. Je comprends, c'est pédagogique, mais ça me gêne un peu. Il y a les grandes familles et c'est surtout l'orientation. Mais par exemple, on parle des retraites, c'est un problème démographique, c'est un problème de natalité. Mettre 39 € sur 1 000 € sur ces questions-là, je trouve ça aberrant. Ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est pas une priorité. Ce que ça veut dire, c'est que quand je mets 7 € sur 1 000 dans le système judiciaire, c'est que nous, chefs d'entreprise, quand on a des soucis, c'est pas la priorité. Il faut pas s'étonner ensuite que les dossiers s'empilent, qu'on n'a pas le temps, que c'est des procédures à la traîne, etc. Donc le sujet, en fait, avec ces grandes orientations, et je suis sûr qu'il est perfectible, c'est de se dire quelle société on veut. Moi, quand j'ai publié ça sur mon LinkedIn, c'était surtout pour susciter le débat et dire qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. Et moi, ce qui m'a choqué, la première chose qui m'a choqué, enfin qui m'a marqué en lisant ça, c'est l'orientation où on met plus d'argent pour le passé que pour l'avenir. On n'investit pas pour l'avenir. Oui, en regardant ces grands postes, on n'investit pas pour l'avenir. D'accord, ouais, non, mais très bien. Si je peux me permettre, je vais compléter ce que dit Stéphane. Et je suis assez d'accord, j'aime pas trop ce tableau à cause de ça. C'est vrai dans une situation donnée quand tu dis pour l'avenir. Le problème, c'est que si tu prends cette même photo il y a 30 ans, nous qui avons 45, 46 ans, tu avais 4 actifs pour un inactif. Donc forcément, ton coût de retraite aujourd'hui en 2022, il est beaucoup plus cher qu'il ne l'était il y a 40 ans, puisque tu n'as pas le même nombre. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire pour moi très attention au niveau des chiffres. Paradoxalement, toujours, ouais. Alors sur l'enseignement, paradoxalement, les 10% dans l'absolu, tu peux dire c'est pas assez. Moi, ils me surprennent en fait. Je ne pensais pas que c'était autant. C'est le seul chiffre qui m'a intéressé parce qu'il agrège en fait, et là pour le coup il est bien fait, il agrège enseignement scolaire, enseignement supérieur, peut-être même un petit peu de recherche, enfin voilà. Oui. Et donc en fait, il est supérieur à ce que je pensais. Il est supérieur même, j'avais regardé une autre étude, c'est pas tout à fait la même comparaison, on est même plutôt au-dessus de beaucoup de pays. Le vrai sujet, il n'est pas là sur les 100 €. C'est que dans les 100 €, tu en as 38 € qui vont pour payer les fonctions support de l'éducation nationale, et tu n'en as que 62 qui vont sur les profs. Attends, ensuite, quand les Allemands sont à seulement 18 € sur les 100 €, il est là le vrai sujet. C'est comment tu dépenses mieux ton argent public. C'est pas qu'une question de montant, c'est une question de... L'objectif était vraiment de susciter, et je n'ai pas été regarder comment était structuré le tableau, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était les grandes lignes, et je suis ravi qu'on puisse susciter le débat ici aussi, c'est de dire que... Bon, il y a un chiffre sur l'éducation, mais prends-en un autre. Comment tu veux régler le problème du chômage ? Enfin, aujourd'hui, il est en train de se régler. Mais quand tu mets de 27 € et que tu en mets 69 dans le soutien à l'économie, c'est un peu compliqué. Enfin, il y a des ratios là-dedans, même si le tableau est à la marge, etc. etc. C'est juste les orientations. C'est encore une fois la question... Le soutien à l'économie, c'est aussi une manière de lutter contre le chômage. Mais c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. T'en mets 69 et 27... Quelque part, il faudrait les cumuler, quoi. Ouais. Bon, les ratios sont assez surprenants. Non, mais j'aime bien ton idée, et c'est on en a déjà parlé ici, on va pas refaire le débat. Hein. Le cœur de la réforme des retraites, c'est on n'investit pas pour l'avenir, on protège le passé, on ne demande aucun effort aux retraités. Et oui, effectivement, là, je suis assez d'accord, il y a un sujet. Oui, Stéphane ? Non, c'était juste pour ce que je voulais faire. Ton intéressant. Voilà, tout à fait, prendre un peu la parole, tu sais combien j'aime ça. Moi, j'ai juste... Le truc qui m'a fait sourire et là qui me ressaute aux yeux, c'est juste... Voilà, je vais faire le financier de service. Hein. La charge de la dette qui représente 40 €. Ouais. Et qui donc est supérieure à la charge de la famille, donc de la politique de la famille. C'est pas du tout un truc important, la politique de la famille, hein, évidemment. Et ce qui est, bon, n'y voyez pas du tout de prosélytisme quelconque. Si tu cumules justice et sécurité, t'es 10 € de moins que la charge de dette. Et c'est fondamentalement sur les 30 ou 40 dernières années ce qui a changé. C'est que, et dans un monde, j'ai envie de dire, libéral comme le mien, où la propriété, la responsabilité et la sécurité d'un individu font partie, je ne parle pas de sécurité militaire et police, voilà, de pouvoir vivre dans un monde où tu peux travailler correctement, avoir ta... Voilà, ça commence à être... C'est un peu caricatural, mais je comprends à dire ça. Il y a des choses qui sautent aux yeux quand même. Tu vois, l'année prochaine ou dans 2 ans, la charge de la dette sera le premier poste de fonction, premier budget de l'État. Voilà. Ce sera le premier poste de fonctionnement de l'État. Pour l'instant, c'est encore... 70 milliards, 80 milliards par an ? Je sais pas, on verra. Pour l'instant, on est en dessous. On est à 40-45. J'ai plus le chiffre exact en tête. Bah, c'est ça, c'est 4 €. Ils disent. Oui, voilà, c'est ça. C'est 40-45. En 2027... L'éducation nationale, on verra où en sont les taux d'intérêt. Et puis, tu sais, c'est compliqué parce qu'il y en a qui sont indexés sur l'inflation. Enfin bref. L'éducation nationale, le budget doit être à 54 milliards, si je ne m'abuse. 54-55. Voilà, et donc on va... Alors, la défense va connaître une belle augmentation, mais le
service de la dette va passer devant. Service à la dette, mais on n'a pas de visibilité. Encore une fois, je vais parler d'avenir. La dette se rembourse par trois façons: de la croissance, de l'impôt ou de l'économie sur le fonctionnement. J'ai aucune visibilité sur les trois. On ne me donne pas la vision pour pouvoir répondre à la question. Comment ? Pourquoi on ne peut pas gouverner, c'est pas prévoir. Oui. Comment ça, non, c'est pas une formule, c'est un métier. Tu peux pas donner. Alors sur les impôts, t'en as de la visibilité. Ah oui, ça. Voilà. Sur de la dépense, t'en as. T'en as pas plus. Non, ce que disait. Sur la colonne charge, tu as. Sur la croissance, chiffre d'affaires, non, t'as pas. Ce que disait Nicolas, voilà. Sur les impôts, tu as une grande stabilité, il faut bien le reconnaître. Il y a un ratio qui sera sur la intéressant. croissance, bah oui, ils font des plans sur la comète, tu les as, hein, si tu vas voir la loi organique de loi de finances, donc la prévision sur 5 ans qui est envoyée à Bruxelles, tu vas voir, mais qu'est-ce que tu veux d'autre, enfin ? Qu'est-ce que je veux d'autre ? De l'action. Une boule de concret, cristal c'est ce que tu dis aux entrepreneurs quand ils font des business plans ? Tu leur dis c'est de la boule de cristal ? Il est bizarre des fois quand il part dans des... Je sais tout à l'heure, il a été perturbé. Non, mais en revanche, ce que disait Nicolas sur son pour avoir un point de croissance, il fallait quand même 3,5 fois ça. Pour financer 1 euro de croissance, il faut 3,60 € d'argent public. Ce sera la vraie question, parce que finalement, même si la charge de la dette arrive à devenir le premier pôle de dépenses de l'État, quelque part, c'est pas grave si c'est de la dette intelligente. Bien sûr. Et c'est dans ton découpage, il faut aller voir cette dette-là. Allez, quelques chiffres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui m'ont intéressé là pour finir la semaine. On n'est pas obligé de commenter. Vous me dites si vous voulez dire quelque chose, mais dans les dernières minutes là, ExxonMobil a dégagé un bénéfice. Oui, mais c'est un historique. Jamais une compagnie pétrolière n'avait dégagé. Alors, on laisse de côté Aramco parce que la compagnie saoudienne, les comptes deviennent publics, mais ils l'ont pas été. 55 milliards de bénéfices, attention, de bénéfices. Avant ou après impôt ? Après impôt. C'est le bénéfice net, c'est après impôt. Après impôt. C'est une boutade. 10 milliards d'euros au-dessus du précédent record de 2008. 33 milliards de dollars de plus qu'en 2021. Voilà. Chiffre d'affaires en hausse de 45%. Bravo. Et le patron d'Exxon a dit, parce qu'aux États-Unis aussi quand même, on commence à avoir des comportements un peu français, à dire « Oh, mais c'est beaucoup trop d'argent, mais vous avez saigné le sang des Américains, mais il ne faut pas donner de dividendes ». Et il a répondu « Les retraités américains attendent le dividende d'ExxonMobil ». Tu parles. Et ce qui est vrai, ce qui est assez on en parlait tout à l'heure, je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois, tout le monde râlait sur le prix de l'essence parce qu'on atteignait les 1,90 €, 2 € avec les fameux 30 centimes donnés par Total, donnés par l'État, on était revenus. Vous remarquerez que maintenant, là, on est tous à 2 €. Là, vous circulez, on le voit. Et alors, là où je m'étonne, c'est que j'ai l'impression que ça râle pas beaucoup. Heureusement, à un moment quand même. Non, c'est revenu, c'est la normalité, On s'adapte. On s'adapte. Ça s'appelle la résignation aussi, parfois. Bon, faut que je roule les VTC. Donc, nouveau tarif au 1er février. La course minimum, donc je ne sais pas comment tu appelles ça. Pour un VTC déclaré. Pour un VTC. Comment tu appelles ça, la charge, la course minimum. Ouais, voilà. Tu ne peux pas payer moins de 9 €, 7,65 € plus rémunération de la plateforme, contre 7,30 € course minimum pour un taxi. Tout ça pour ça. Voilà, ça y est. Non, j'ai un grand regret, c'est qu'à la base, le secteur du VTC devait complètement se différencier du marché des taxis par le prix, par la qualité, par le service. Ça a été amorcé comme ça. Et puis au fur et à mesure, on a un secteur qui est en train de singer celui du taxi. Et aujourd'hui, cette symbolique du prix de la course qui dépasse ceux des taxis, pourquoi d'ailleurs, c'était l'argument de base. Le VTC s'était créé pour être moins cher que le taxi, pour pouvoir toucher une clientèle qui ne prenait pas le taxi à l'époque. Aujourd'hui, tout ça n'est plus. Donc, on va voir. Oui, mais en même temps, les taxis sont vachement montés en gamme. Enfin, les choses ont changé quand même. Oui, elles ont changé, mais si tu veux, le secteur du VTC, je le vois dans les demandes, il réclame un numerus clausus comme les taxis. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais au lieu de se distinguer et de créer une valeur ajoutée, et de se distinguer face à ce qu'ils considèrent comme leurs concurrents, ils ont bien raison. Ils essayent de les singer, donc in fine, moi je suis un peu déçu. Encore un chiffre, la plaque taxi, donc, elle vaut aujourd'hui 160, c'est pire que le Bitcoin, elle vaut aujourd'hui 173 000 € contre 115 000 en 2018 et 260 000 en 2012. Donc ils étaient à 260 000. Ils sont tombés au moment vraiment de l'explosion des VTC à 115 000 et là ils sont remontés à 173 000. Faut racheter ?
On achète? Il faut demander aux spécialistes de l'investissement, là. Je n'aurais pas acheté une licence de taxi, ça, c'est sûr et certain, même si je suis typiquement un gros utilisateur de taxi, alors que je les avais complètement abandonnés. Mais ça, c'est à cause de Uber, ce dont on est en train de parler. C'est l'ubérisation du système VTC qui n'a donc pas fonctionné. Parce que tu dis que aujourd'hui, le service offert par les plateformes est moins bon. Nous étions très nombreux à avoir choisi les VTC pour le service, Ouais, tout à fait. pas pour le prix. Tout à Et fait. la stratégie fondamentale d'Uber, là je le cite, du groupe Uber, a été de péter les prix à un moment donné. Ça n'a pas marché, ça a détruit toute la volonté des boîtes qui voulaient faire du VTC proprement et des chauffeurs VTC qui ont donc leur réflexe derrière. De vouloir se franciser et donc d'avoir des avantages et de garantir un minimum. Mais la bonne Parce que nouvelle, les mecs crèvent la dalle, quoi. Attends, en vrai. mais l'excellente nouvelle, c'est que ça a mis un gros coup de pied auprès de nos taxis, qui ont, eux, à l'inverse, bien monté en gamme. Oui. C'est flagrant. On a tout raconté là-dessus, Nicolas. Et voilà. J'ai encore des chiffres à donner. Ouais. Moi, je continue à utiliser les VTC par militantisme Mais parce moi que aussi, généralement, au volant, c'est des mecs de banlieue. Donc, je continue à les faire bosser. Allez, alors un truc qui n'intéresserait peut-être que moi, mais je tiens à le dire pour ceux qui n'ont pas suivi ça, mais parce que quand même c'est un truc qui... Spotify, parce que je suis tombé de ma chaise en fait. Donc Spotify ne gagne pas d'argent et ils en perdent même énormément. Je ne savais pas. Donc c'est 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 489 millions d'utilisateurs actifs, et avec ça tu fais quand même, monsieur le manager de transition, 430 millions d'euros de pertes. Je l'ai vu aussi. Pour 11 milliards de chiffres. Ouais. Ça veut dire... Non mais à un moment, c'est un chef d'entreprise qui m'avait dit ça, il s'était énervé, alors il n'y a que au cours de Bismarck, il dit, à un moment, il va falloir qu'on arrête les boîtes de haut de bilan pour commencer à ne plus s'intéresser qu'aux boîtes de bas de bilan. C'est-à-dire, on raconte des trucs complètement... Là, le succès de Spotify, machin... Il y en a quelques-uns qui... Mais ça veut dire qu'ils existent depuis 15 ans, ça veut dire enfin je parle sous ton contrôle Nicolas, si au bout de 15 ans tu perds encore, je veux bien la traction au début, les startups, tout ça machin, tu peux perdre de l'argent, mais à un moment même Amazon gagne de l'argent là maintenant, même Tesla gagne de l'argent. Uber n'en gagne pas, hein. Uber n'en gagne pas. Uber n'en gagne pas. Ouais, t'as raison. C'est pas énorme, mais il a perdu 170 Mais là il en perd beaucoup, tu vois ce que je veux dire. 439 millions d'euros de pertes sur... Et donc tu apprends en fait, j'ai lu ça parce que je suis tombé de ma chaise, que visiblement cette histoire de streaming, ce modèle est structurellement en perte. Donc il va peut-être falloir qu'à un moment on change nos habitudes d'écoute à nouveau. Ouais, et il faut rajouter aussi un autre élément qui est quand même non négligeable, c'est que derrière, les artistes n'ont jamais aussi peu gagné. Ouais, mais ça... Non, mais il a raison. Les artistes n'ont jamais aussi peu gagné d'argent. En fait, il n'y a plus du tout les ventes d'albums. Ouais, mais n'ont jamais aussi peu gagné par rapport à l'époque. C'était un gars qui m'avait dit ça. J'en avais marre de payer la 100e piscine de Madonna. C'est-à-dire, ils ont jamais aussi peu gagné par rapport à une époque où ils gagnaient beaucoup trop. Où ce marché n'avait aucun sens, où il était surconcentré et où on nous tondait, nous, amateurs de musique. Je suis d'accord, mais d'un côté, tu as donc les artistes qui gagnent beaucoup moins. Ouais. De l'autre côté, tu as un Spotify qui te fait quand même 11 milliards, qui a 500 millions d'utilisateurs dans le monde, ce qui est quand même colossal en termes de data. Et en même temps, ça te fait 500 millions d'euros de pertes. Ouais. Et le tout après 14 ans d'existence. Ouais. On pourrait se poser la question pour pas mal de sociétés. Mais le marché a été divisé par deux. Hein. La valeur du marché était Non, mais on pourrait se poser la question sur pas mal de modèles sur les 10-15 dernières années. Je vais pas refaire mon vieux con, mais il y a 2-3 licornes françaises où les mecs sont tout le temps à la télé à nous expliquer des modèles. À nous, petits entrepreneurs. C'est là que je voulais en venir. Voilà, et il y en a 2-3. Moi, j'aimerais enfin une bonne fois pour toutes qui m'expliquent ce qu'ils gagnent, dont certains très connus qui sont là depuis 20 ans. Ça fait 5 fois qu'ils rachètent le modèle. Pour l'instant, les résultats... Il n'y en a pas. Alors, ça lève 5 millions, puis 40 millions, puis 180 millions, puis 800. Et là, bravo, t'es une C'est là où c'est irrationnel. C'est là où c'est irrationnel. Pour moi, c'est totalement pas du capitalisme, irrationnel. c'est de la financiarisation. Vas-y, Aziz. Non, je dis, sur ce que dit Stéphane, c'est-à-dire ces levées de fonds successives, j'ai envie de dire qui sont ces investisseurs, quelles sont leurs raisons, parce que remettre de l'argent dans une boîte qui continuellement perd de l'argent, l'escalade de l'engagement, il est énorme. Dans le private equity, il y a des gens très cyniques qui vont te dire il faut juste pas être le dernier. Oui. Sur les opérations d'OBO ou d'LBO, et c'est le monde qui tourne comme ça, hein, il faut juste pas être le dernier. Ouais, mais pas investir, c'est mieux que mal investir. Ouais, mais tu te refiles le métier gris. Tu peux te retrouver aussi à être le dernier, à avoir AOL qui avait une position dominante, et puis t'es le dernier, t'es content, t'as surracheté AOL, puis du jour au lendemain, bon. Mais à côté de ça, messieurs, réalité, quand même. à côté de ça, il y a quand même par contre, il y a quand même eu des succès. On vient de les citer tout à l'heure. Tu as Amazon et Tesla qui ont perdu énormément d'argent pendant un paquet d'années et qui ont réussi à trouver leur modèle économique et aujourd'hui qui sont des entreprises très rentables. On est d'accord. 12 milliards de bénéfices pour Tesla.
Marge opérationnelle, c'est surtout ça. Hein. 16,8% pour l'automobile, c'est des marges opérationnelles du luxe. évidemment. C'est quoi? un C'est truc de dingue. ouais, c'est le luxe, quoi. Hein. Ouais, c'est le luxe. Stellantis, c'est ce c'est qui assez fait. haut aussi, mais... LVMH fait 14 milliards de résultats. Et le chiffre, je le citais hier, le chiffre 17%. le chiffre le plus intéressant pour moi sur Tesla, parce que on a peut-être enterré Tesla trop vite, on a peut-être enterré aussi la Chine trop vite. 52% de la production de Tesla sort de l'usine de Shanghai. 52%. 52% Une sur deux, qui sort plus de d'une sur Chine. deux. Plus d'une sur deux maintenant qui sort de Chine. Personne n'a enterré Tesla, même si tout le monde avait des inquiétudes il y a un mois sur la personnalité d'Elon Musk et sur le chahut en bourse. Je vous l'avais dit sur ce plateau, il n'y avait pas que Tesla qui avait pris une gifle en bourse sur les mois en 2022 et sur la rentrée. Toutes les entreprises très tech qui mêlent intelligence artificielle et vieille industrie, elles ont toutes pris très très cher en 2022. On a des fonds d'intelligence artificielle à moins de 70%. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que le marché, les clients de Tesla, manifestement, distinguent le bonhomme, le personnage du produit. Et On verra, parce que ça, c'est les résultats 2022. Ouais. Le 4e trimestre 2023, pour la première fois, la production est supérieure aux ventes. C'est ce qu'on se disait. Il y a des stocks. Et donc, c'est 2023 qui nous dira si effectivement, et je pense, je suis d'accord avec toi Aziz, c'est une question très intéressante, si pour la première fois, l'image d'un patron va être plus forte que la qualité de ses produits. Ça, c'est une... Ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais, je suis pas... Eh ben, ce sera pour nos débats de l'année Voilà, prochaine. c'est plein de débats. On a déjà un sujet pour l'année prochaine. Bon, merci à tous, les amis. Tout cela a été très sympathique. Comme d'habitude, demain donc, Aurélie Planex. Et puis nous, on se retrouve lundi. On parlera, tiens, d'ailleurs, parce que vous le voyez, vous pouvez le lire ce matin dans les Échos. C'est un sujet dont je parle régulièrement, puis on n'a pas vraiment de fait. Tu sais, la souffrance au travail. Alors, tout à coup, là, on nous dit que les Français souffrent au travail. Tout à coup, on nous dit... Non, l'Institut Montaigne, et Bertrand Martineau, il sera avec nous lundi, mener une étude précise. Non, oui, il y a des gens qui souffrent au travail, très majoritairement. On ne souffre pas au travail, on est même plutôt content d'être au travail. C'est l'épanouissement, Allez, le travail. Exactement, ce sera lundi, et d'ici là, demain, Aurélie Planet. Et santé.